Eh bien, ce soir, alors, nous arrivons à l'évolution biologique. Nous avons vu l'émergence, ce matin, l'émergence de la vie, de la matière inerte, comme on le prétend. Nous en avons dit ce qu'il fallait en dire pour dénoncer la fausseté de cette assertion. Et maintenant, nous allons voir ce qu'est la théorie de l'évolution biologique, à laquelle on donne plutôt le nom de transformisme. Transformisme, étant donné que cette théorie enseigne que les êtres vivants seraient tous descendants d'une même origine, étant venus à l'existence par une suite ininterrompue de transformations au cours des âges tellement grands, et cela dans le sens d'une complexité croissante. Voilà le transformisme. Nous partons de la petite bactérie et nous arrivons à l'homme à travers toutes sortes d'espèces, toutes les espèces existantes, en somme y passent. Elles seraient nées les unes des autres et pour arriver jusqu'à l'homme. Donc, le transformisme ou l'évolution biologique va dans le sens d'une complexité croissante. La bactérie est un être unicellulaire, on va passer ensuite à des êtres multicellulaires qui vont devenir de mieux en mieux organisés. On part donc de la bactérie, c'est-à-dire d'un microbe. Alors nous aurions été ce microbe. Et l'on parvient à l'homme en passant par les protozoaires, déjà plus complexes que la bactérie, les méduses, les échinodermes, c'est-à-dire des oursins. Nous sommes passés par là, nous dit-on. Les oursins, les vers, les mollusques, les invertébrés, et puis nous serions entrés dans les vertébrés, l'embranchement des vertébrés, avec les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et enfin, dans les mammifères, l'ordre des primates, les primates. Dans les primates, alors, deux grandes branches, les primates commençant par un lémurien, une sorte de rongeur, et de lui seraient parties deux branches, l'une ayant donné les singes, anthropomorphes, et de l'autre les hominidés, au bout de cette branche, l'homo sapiens, l'homme d'aujourd'hui. Au cours des temps, une espèce en aurait donné une autre par des transformations se conservant grâce à l'hérédité. L'hérédité, dans cette hypothèse, jouant un grand rôle. Et d'espèce en espèce, la vie aurait peu à peu emprunté les formes diverses que nous lui connaissons aujourd'hui. L'évolution aurait donc suivi le cours du simple au complexe. Les transformations auraient toutes contribué à une progression des espèces pour arriver jusqu'à l'homme. Comme le dit le docteur Maurice Vernet, l'hypothèse que nous venons de définir maintenant, cette hypothèse transformiste, est l'une des plus belles constructions de l'esprit humain. Et il a raison. Une des plus belles constructions de l'esprit humain. A priori, les données de la géologie, de la paléontologie, de l'anatomie et de l'embryologie comparées semblent avoir contribué à étayer cette hypothèse. Depuis plusieurs décades,
le transformisme s'est imposé et est devenu un dogme scientifique, comme le dit le professeur Jean Servier, qui ajoute un faux dogme scientifique. Et ce dogme est partout invoqué et enseigné officiellement. Quand on se tourne un peu vers la naissance de cette théorie de l'évolution, du transformisme, on cite toujours deux grands noms. D'abord celui de Lamarck, qui était un naturaliste français entre le XVIIIe et le XIXe. Il est né en 1744 et est mort en 1829. Alors Lamarck voyait les transformations d'espèce à espèce s'opérer par adaptation. Pour lui, le moteur de l'évolution était l'adaptation, c'est-à-dire l'usage ou le non-usage de certains membres selon les nécessités externes. Et ces nécessités externes qu'avait toute espèce vivante déterminaient les modifications s'opérant dans ces êtres vivants et se transmettant par hérédité. Et on a résumé sa théorie de la manière suivante: la fonction crée l'organe. Pour lui, ce n'était pas l'organe qui correspond à la fonction, mais la fonction crée l'organe. Ensuite, le second nom que l'on cite, c'est celui de Charles Darwin, qui lui est tout à fait du XIXe siècle, 1809 à 1882, et selon cet auteur, les transformations se seraient faites par voie de sélection naturelle. La lutte pour la vie entre les espèces vivantes aurait sélectionné, et continuerait même de sélectionner, s'il avait eu raison, les sujets les plus aptes, les plus avantagés, et leur descendance, par hérédité, les aurait donc sélectionnés et des transformations, les transformations obtenues au cours de cette sélection se seraient transmises par hérédité. Après ces deux courants d'idées est venu le mutationnisme, c'est-à-dire l'évolution par des mutations. Et aujourd'hui encore, on en parle, on parle de cela, l'évolution est surtout envisagée par des mutations. Les mutations, que sont-elles? Elles sont de petites modifications brusques, non pas lentes, comme le supposait Lamarck, mais brusques et héréditaires, qui, en supposant qu'elles puissent s'additionner dans un même sens, attention, parce que s'il y a une mutation qui donne à un être un certain avantage et que la mutation suivante donne un avantage dans un sens opposé, ça ne peut pas s'additionner, ça ne va pas, par conséquent, expliquer la prétendue évolution. Il faut que toutes les mutations s'additionnent, et toujours dans le même sens. Ce qui est bien impossible, déjà, nous pouvons le dire. Alors, en supposant que les mutations puissent s'additionner, il en faut des quantités, pour arriver à transformer une espèce en une autre. Alors, ces transformations seraient la cause, ces mutations, la cause des transformations faisant progresser les espèces sur la ligne du simple au complexe. Incontestablement, le transformisme a connu un très grand succès. Pourquoi? Puisque, comme nous le verrons, il est radicalement faux. Eh bien, les raisons du succès sont les suivantes. Tout d'abord, il remplace
l'idée d'une création, le créationnisme. Et il constitue, à la place du créationnisme, la seule explication rationnelle de la grande diversité des formes de la vie. Comment justifier, en effet, de la présence sur la Terre de l'énorme variété des êtres vivants? Et si on ne peut pas le justifier par les moyens de la science, alors il faut admettre la création. Voyez. Et comme on n'en veut pas de la création, comme on veut précisément s'en passer totalement, et il faut trouver autre chose, et il n'y a rien d'autre qu'on ait pu trouver que le transformisme. Mais si l'on admet une création, n'est-ce pas, attention, on admet implicitement un créateur. Quoique, voyez, certains évolutionnistes auraient encore accepté l'idée d'une création, mais d'une création mécaniste, d'une création sans créateur. C'est le créateur qui gêne, toujours la même chose. Une création sans créateur, c'est ce que l'on a voulu et que l'on a cherché. Surtout au cours du XIXe siècle. Et puis maintenant, évidemment, ça se poursuit. Deuxième raison du succès du transformisme, c'est qu'il donne une explication, je viens de prononcer le mot, une explication mécaniste du monde vivant. C'est-à-dire une explication prêtant à l'engendrement des espèces l'une après l'autre un caractère mécanique. Voyez-vous, un caractère mécanique. Alors, s'il y a un caractère mécanique, très bien, on n'a pas besoin d'un créateur. Les choses se sont faites d'elles-mêmes, sous l'influence de certains facteurs. Le facteur temps, le facteur hasard, et on y ajoutera même un troisième facteur, le facteur nécessité, inclus dans la matière. Et cette explication du transformisme mécaniste paraît simple, facile à comprendre. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour accepter ça. C'est tellement simple ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? C'est accessible à tout le monde, même aux enfants. La preuve, c'est qu'on le leur enseigne dès les plus petites classes. Troisième raison du succès du transformisme, cette théorie est une généalogie expliquée, une généalogie de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants forment une grande famille. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et on vous explique ça. Une généalogie expliquée. A priori, la thèse des variations et des changements de forme apparaît logique, étant donné l'immensité des temps que l'on invoque. Alors, du moment qu'on vous dit, mais il s'agit de millions et de centaines de millions d'années, ah bon, alors là, évidemment, sur de telles profondeurs de temps, ça, tout peut se faire. Surtout qu'on n'a pas besoin de suivre l'évolution et de l'expliquer, n'est-ce pas? Alors tout peut se faire à raison de ces millions et des millions d'années que l'on suppose. En outre, le transformisme donne lieu à des représentations sous forme d'arbres généalogiques des espèces. Alors, représentez-vous, l'avez vu certainement, des représentations de l'arbre, enfin il y en a plusieurs, mais enfin d'un arbre de l'évolution. Et il y a peut-être 2 ou 3 ans, la revue Match en avait donné un sur 2 pages, qui était pas mal fait, puis alors même, pour corser la chose, on avait mis le lémurien, qui serait à l'origine de l'ordre des primates, dans les branches de l'arbre. Et sous les branches, alors, on voyait l'homme peu à peu se redresser, partir d'une forme simiesque jusqu'à la forme qu'il a maintenant. À la base de l'arbre, donc, on place les bactéries,
les protozoaires, puis une grosse branche intervient, celle des végétaux. Ensuite, l'arbre lui-même se continue par l'évolution de la vie animale. Nous y trouvons l'embranchement des spongiaires, c'est-à-dire des éponges, celui des célentérés, comprenant les méduses, les madrépores, etc. Puis, à nouveau, deux branches principales se séparent, l'une conduisante aux vertébrés, poissons, reptiles, et puis des reptiles aux oiseaux, puis les mammifères engendrant les placentaires, puis l'ordre des primates comprenant les lémuriens, les singes et l'homme. L'autre branche principale de l'arbre conduit aux mollusques, aux annélides, c'est-à-dire aux vers. En somme, c'est la branche des invertébrés. Puis là aussi, sur cette branche, on place les insectes. Or, l'arbre généalogique des espèces contribue lui aussi au succès du transformisme. D'un coup d'œil, quand on a cet arbre devant soi, d'un coup d'œil on a vu l'ensemble du problème de la vie. La vie, je le disais, est une grande famille dont l'engendrement est le principe constitutif. Et puis, un arbre, c'est une chose connue, c'est une chose logique. En somme, un arbre indique que la vie a poussé comme un arbre. La petite semence était le microbe, et puis alors cet arbre a grandi, a poussé, et c'est la pousse de la vie présentant toutes les formes qu'on lui connaît. Remarquons que, en toute chose, sur cette terre, la séduction guette l'homme, lorsque celui-ci ne se soumet pas à la source de vérité, c'est-à-dire à Dieu et à son esprit. Voyons le processus qui est à la base du transformisme et de l'arbre généalogique qui le représente. L'étude des êtres vivants dans leur totalité devait conduire à leur rangement. C'était normal, n'est-ce pas, qu'on établisse une classification, un rangement des êtres vivants connus par catégorie au fur et à mesure qu'on les étudiait. La classification s'imposait donc, et elle allait se faire comment, cette classification de tous les êtres vivants si variés? Elle allait se faire d'après la morphologie. Morphologie, c'est-à-dire l'étude des formes, mais la morphologie comprend aussi l'anatomie. Et pas seulement les formes extérieures, mais tout de même aussi les structures des êtres. Alors, la morphologie et l'anatomie allaient guider les savants dans l'élaboration de cette classification. Les êtres vivants ont été classés dans des catégories, s'emboîtant les unes dans les autres. On a voulu que tout s'emboîte. La plus vaste des catégories est d'abord le règne. Il y a le règne animal et le règne végétal. C'est pourquoi, au départ, l'arbre se divise en deux grandes branches, le règne végétal d'un côté, le règne animal de l'autre. Viennent ensuite l'embranchement. L'embranchement qui lui-même se divise en classes, les classes se divisent en ordres, les ordres en familles, les familles en genres et les genres en espèces. Cette classification est appelée maintenant la systématique. Lorsqu'elle est représentée schématiquement sur papier, n'est-ce pas, lorsqu'on met la classification sur papier, eh bien, on arrive très vite, en effet, à l'arbre généalogique. Et cet arbre généalogique doit porter toute la variété des êtres vivants. Or, la classification systématique
s'est fort bien prêté à une autre idée. Voyez-vous, on a voulu classer, c'est bien, représenter la classification, et alors, une fois représenté, on en est arrivé, presque tout naturellement, à l'idée de filiation. Ce n'était plus seulement une classification que l'on avait construite pour le besoin de l'étude et de l'enseignement, mais ensuite on s'est dit, mais et s'il y avait filiation entre tous ces êtres qu'on a ainsi classés, alors il suffit sur le graphique qui va représenter cette classification, il suffit de mettre des traits d'une classe à une autre, d'un genre à l'autre, et alors voilà que ces traits, on va dire, mais ils signifient une filiation. Une filiation entre les espèces et entre tous les êtres vivants. Et l'on a ainsi établi des relations de parenté absolument arbitraires entre toutes les formes vivantes connues actuellement ou au moyen des fossiles. Dans la classification interviennent naturellement tous les fossiles autant que les êtres que l'on connaît en vie actuellement. Il était facile de dire que tout un groupe de la classification devait provenir d'une souche commune, voyez-vous, ça se présentait à l'esprit, cela. Et si on ne pouvait pas le montrer expérimentalement, on pouvait dire, mais cela a eu lieu dans un passé très lointain. De même, les souches devaient provenir, elles aussi, d'une forme unique, celle-ci étant le développement de la bactérie originelle. Au fur et à mesure que l'on se serait éloigné du point de départ de la vie, alors les descendants auraient divergé comme les branches latérales d'un arbre sur le tronc qui les porte, et elles auraient poursuivi leur croissance. Un arbre développe sa ramure exactement de la même manière. L'arbre généalogique représentait la pousse de la vie avec toutes ces ramifications sur lesquelles apparaissaient les différentes espèces classées. Sur un tableau représentant la classification, si l'on relie en effet les formes vivantes par des lignes suggérant des filiations entre elles, on caractérise l'idée d'évolution, tout simplement, par engendrement, évolution, par engendrement et transformation, mais cela est un travail de l'esprit purement fictif. Le développement évolutif du règne animal a été appelé par Haeckel la phylogénèse, du terme phylum, phylum qui signifie série évolutive. Alors la phylogénèse, c'est la grande série évolutive des formes animales ou végétales. Les travaux des transformistes n'aboutirent pas aussi simplement qu'on le pense à un arbre généalogique unique, mais à plusieurs arbres. Voilà déjà que se présentait un grand désaccord selon la classification que l'on préférait. On est donc arrivé à diverses conceptions de l'arbre généalogique, et ces conceptions différaient entre elles selon les données de base. Par exemple, si l'on tient compte de l'époque d'apparition des diverses formes, l'arbre que l'on obtient diffère de ceux pour lesquels cette époque d'apparition n'est pas intervenue. Selon les données de base, on arrive à une solution ou à une autre de l'arbre généalogique. Alors voyons maintenant des considérations s'opposant au transformisme. Le docteur Maurice Vernet déclare que
si séduisante et si pleinement satisfaisante pour l'esprit soit l'hypothèse transformiste, elle ne répond pas à la réalité. Le démenti apporté à cette hypothèse se fait tant par réfutation des allégations des partisans de la doctrine que par argumentation directe. Nous ne verrons de cette contradiction formelle au transformisme que naturellement l'essentiel. Ça, je vous tiendrai beaucoup trop longtemps. D'une façon générale, les lois biologiques ne sont nullement en faveur de l'évolution. La grande argumentation qui la sert est tirée de la paléontologie. C'est surtout la paléontologie, c'est-à-dire l'étude des fossiles, qui sert l'évolution. Vous savez que la partie superficielle de l'écorce terrestre a une épaisseur qu'on peut évaluer entre 10 à 15 kilomètres, et cette partie superficielle, on l'appelle le scial. Le scial. Elle est composée de roches de nature et d'origines diverses. Ce sont des roches sédimentaires, c'est-à-dire qui se sont formées par sédimentation, des roches sédimentaires telles par exemple les sables, les graviers, les grès, les molasses. Quant à la craie, elle est d'origine biologique. Et c'est extraordinaire parce qu'il y en a des épaisseurs fantastiques. Puis, il y a les granites provenant du métamorphisme de roches également sédimentaires. Il y a des gneiss également métamorphiques, etc. Donc, il y a des roches sédimentaires diverses. Il faut qu'elles soient sédimentaires pour que l'on trouve en elles des fossiles. Les fossiles étant en somme des restes d'animaux ou de végétaux qui se sont trouvés bloqués lors de la formation des sédiments. Il faut donc que ce soit des roches sédimentaires. Si c'était des roches purement naturelles venant de la structure même du globe, on ne pourrait pas y trouver de fossiles. Ces roches se présentent en couches superposées qu'on appelle des strates, les plus profondes étant considérées comme les plus anciennes. Ça, encore, c'est quelque chose qui ne sera pas toujours vérifié. La superposition des strates devrait correspondre idéalement aux âges à leur attribuer, bien sûr, et l'on a obtenu, en faisant cela, sur cette base, on a obtenu l'échelle stratigraphique de la géologie. Or, dans ces strates se trouvent des fossiles qui sont eux-mêmes en plus ou moins grand nombre, et qui ne sont pas le plus souvent les mêmes dans les diverses couches superposées, donc ne sont pas les mêmes dans les âges que ces couches sont censées toujours représenter. La nature des fossiles a également servi de base à l'évaluation de l'âge des couches. Voilà, c'est ce qui est déjà choquant dans ces choses, c'est que, par exemple, on va voir l'âge des fossiles d'après l'âge des strates, des couches, n'est-ce pas? Et puis, inversement, on va estimer l'âge des strates, parce qu'il y a des bouleversements sur la Terre, d'après les fossiles, d'après la nature des fossiles. Alors, n'est-ce pas, une cause et un effet, alors l'effet, on va en juger d'après la cause, mais la cause, on va en juger aussi d'après l'effet. Alors, ça n'est pas évidemment un procédé vraiment scientifique. En somme, l'âge des couches géologiques est donné tant par leur position que par les fossiles, et inversement, la suite généalogique des espèces reposant sur l'âge des strates.
La paléontologie sert donc de base à la stratigraphie. La chronologie relative en géologie est fonction des fossiles, selon par exemple le géologue Termier, dans un traité de géologie qui date de 1956. Or, il y a là une importante source d'erreur. Deux ensembles de fossiles identiques dans des strates différentes ne signifient pas forcément qu'ils sont contemporains, mais qu'ils ont eu tout simplement le même milieu de vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le même âge, qu'ils sont de la même époque, nécessairement, mais s'ils sont dans des strates, des fossiles identiques étant dans des strates différentes, vont montrer tout simplement que les animaux ainsi fossilisés ont vécu dans le même milieu. On remarque que les couches supérieures renferment des fossiles d'animaux d'un niveau d'organisation plus complexe que celui des fossiles des couches les plus anciennes, des couches inférieures, et de là est né le principe suivant: une couche A, contenant des fossiles plus complexes qu'une couche B, sera considérée plus jeune que B, même si A est situé au-dessous de B. Voici alors la règle établie: les espèces fossiles dérivent les unes des autres par filiation et peuvent être classées suivant un arbre généalogique représentant leur évolution au cours des temps géologiques. On affirme donc qu'il y eut au travers des temps une évolution allant des êtres les plus simples aux êtres les plus complexes, mais malheureusement tout cela n'est que fiction et non la réalité. En effet, au Cambrien, c'est-à-dire, si vous voulez, au début de l'ère primaire, nous avons des trilobites, des brachiopodes, des mollusques, etc., qu'on retrouve dans toutes les couches géologiques. Au milieu du Silurien, qui a place dans l'ère primaire, apparaissent des vertébrés déjà. Ceux-ci deviennent de plus en plus nombreux dans les couches supérieures et leur complexité augmente. Il est donc vrai qu'en allant du début du primaire jusqu'au tertiaire, les couches géologiques telles qu'elles sont classées renferment des fossiles dont la complexité s'accroît. Toutefois, cette progression ne doit pas être attribuée à la filiation des espèces que rien par ailleurs n'accrédite. La filiation, supposée par le transformisme entre les espèces, devrait être attestée par la présence de fossiles de transition. Or, sur la représentation de la classification systématique, on a des traits qui vont réunir des groupes, mais ces traits sont arbitraires, et entre ces groupes ainsi réunis, l'on ne trouve pas de forme de passage, c'est-à-dire d'êtres fossiles qui attestent qu'il y a eu vraiment une transition lente, une évolution lente, une transformation lente de l'espèce la plus simple vers l'espèce la mieux organisée. La filiation, donc supposée par le transformisme, n'est pas attestée par la présence de fossiles de transition, et ces fossiles font totalement défaut. On devrait trouver des suites de fossiles témoignant de ces lentes transformations allant d'un certain niveau d'organisation à un autre. Ils devraient même être très nombreux
ces fossiles attestant le passage de deux formes que l'on connaît bien par le moyen de fossiles, mais entre lesquelles on n'a rien, entre lesquelles il y a du vide. Et il devrait y avoir là, attendu justement les grands âges géologiques que l'on s'accorde, il devrait y avoir là des formes de passage, et on ne les trouve pas. Ça, c'est le grand argument en défaveur du transformisme. S'il y avait ces formes de passage, alors on verrait la preuve d'une continuité allant d'une espèce à l'autre, d'une organisation, une certaine structure à une autre plus évoluée, plus perfectionnée. Ainsi, le caractère de continuité que suppose la théorie de l'évolution, le caractère de continuité qui est si nécessaire n'existe pas. Il n'existe pas. Et les paléontologistes ont toujours, évidemment, été à la recherche, presque anxieuse de ces formes-là. Ils ont cru en trouver un petit peu par-ci, par-là, mais en somme, il n'y en a pas. On voit apparaître une organisation, on voit apparaître une autre organisation différente. Entre les deux, il n'y a pas de fossiles de transition. Cette situation a amené les transformistes à imaginer une évolution alors d'un type différent. Quand on est devant un obstacle, une impossibilité d'expliquer, alors il faut trouver autre chose. On fait appel à l'imagination. Comme l'a dit le professeur Pierre-Paul Grasset dans l'un de ses ouvrages, les paléontologistes ont fait preuve d'une imagination débordante. Alors, comme ils n'avaient pas de forme de passage, ils se sont dit « Oh, mais attendez, on va vous expliquer les choses. C'est que l'évolution s'est faite par bond. » Il fallait trouver ça. Au lieu de se faire selon une continuité, elle s'est faite par bond. Oui, seulement, allez expliquer, vous, la transformation d'une certaine espèce qui aurait fait un bond important en une autre. Alors là, les mutations, ça ne marche plus. Les mutations n'expliquent plus rien. Les mutations peuvent expliquer de certaines transformations d'ampleur très réduite, mais ne peuvent pas expliquer de grandes différences de structure. Ainsi, le caractère de nécessité, de continuité si nécessaire à l'idée d'évolution n'existe pas. L'ensemble des fossiles montre une suite discontinue des formes, entre lesquelles il n'y a pas de forme de transition. Cette situation, donc, a bien inquiété les évolutionnistes qui ont parlé de l'évolution par bond. Ils ont aussi parlé de l'apparition de formes buissonnantes. Mais tout cela, ce sont des arguments sans base. Il y a aussi absence de fossiles attestant l'existence d'organismes tout à fait primitifs au-dessous des fossiles cambriens, de l'ère cambrienne, c'est-à-dire l'abord des avant l'ère primaire. Dès le commencement, disons, de l'ère primaire, entre ces fossiles et l'ancêtre supposé de tous les vivants, il y a alors là un énorme vide. Où sont les ancêtres des espèces déjà nombreuses du début de l'ère primaire, du Cambrien? Les terrains sédimentaires antérieurs au Cambrien sont importants, ils sont nombreux, et c'est là que l'on devrait trouver les organismes primitifs en voie de transformation. Les formes générales fondamentales primitives, comme disait Haeckel, les protovertébrés, les procélaciens, les protamphibiens, les protamniotes,
n'ont jamais existé que dans son imagination. Et qui nous dit cela? C'est un savant nommé Louis Vialton, dans un ouvrage intitulé L'origine des êtres vivants. Louis Vialton était spécialisé en anatomie, et alors, voyant le travail de Haeckel, l'évolutionniste, avec les termes qu'il avait lui-même choisis, les proto-vertébrés, les prosélaciens, etc., n'est-ce pas? Il dit toutes ces formes-là, tous ces êtres-là sont dans l'imagination de l'auteur, un point, c'est tout. Les organismes anciens n'eussent-ils vécu qu'un seul jour, devaient être adaptés à toutes les conditions de la vie, comme ceux d'aujourd'hui, sans quoi ils n'auraient pas vécu. Dans le Cambrien, on découvre les représentants de tous les grands groupes d'invertébrés qui existent toujours aujourd'hui, et des groupes de plantes même très complexes. Ce sont surtout des espèces marines avec peu d'espèces terrestres. Dans la faune actuelle, on connaît des différences de taille et de caractère morphologique au sein d'une même espèce. L'espèce est tout de même assez large. La notion d'espèce a été rétrécie, mais c'est à tort, et c'est parce que pas mal de savants ont voulu attacher leur nom à la découverte d'une nouvelle espèce. Alors on a pris, mettons, une variété dans une espèce existante et on en a fait une nouvelle espèce, n'est-ce pas? Et on y attache son nom. Ça, c'est quelque chose qui flatte beaucoup le savant. Mais l'espèce est assez large pour qu'il y ait place pour des caractères morphologiques assez variés. Prenons pour exemple l'espèce canine, les chiens. Vous voyez qu'il y a là des formes bien différentes. Pourtant, les structures sont exactement les mêmes. L'idée d'une évolution allant du simple au complexe, donc d'une évolution progressive, c'est-à-dire d'une évolution qui va augmenter l'état d'organisation des êtres, se trouve en grave opposition aussi avec la loi d'entropie. La loi d'entropie. Le monde vivant, dans son ensemble, est soumis à cette loi, la loi d'entropie. L'entropie, qu'est-ce donc que cela? C'est l'évaluation en thermodynamique de la dégradation de l'énergie d'un système. La dégradation de l'énergie d'un système. Cette loi est présente dans toute la nature et dans tout l'univers. S'il y avait évolution des espèces, donc, comme on le professe, enrichissement progressif des êtres vivants, selon une montée allant jusqu'à l'homme, la loi d'entropie serait en échec, ce qui est impossible. On ne peut pas aller du moins vers le plus, à moins aussi d'un apport, peut-être, n'est-ce pas, d'intelligence créative. Autrement, c'est une régression qui s'opère. Et j'ai dans ma bibliothèque un livre intitulé « L'évolution régressive ». Et c'est ça, s'il y a évolution, pas dans dans toute l'étendue où se présente l'évolution progressive, mais enfin, s'il y a une évolution, elle ne peut être que régressive. L'accroissement de l'entropie dans l'univers l'oriente vers l'indifférenciation, vers le retour, en somme, à un niveau d'énergie plus bas et, en somme, vers le chaos, vers l'équilibre, si vous voulez, du néant.
La loi de l'entropie, n'est-ce pas, montre la dégradation de l'énergie vers cela. La Bible annonce la palingénésia. Ce terme figure dans le grec du Nouveau Testament 2 fois. Une fois dans un sens spirituel, une autre fois dans une parole du Seigneur Jésus. Matthieu 19, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, au renouvellement de toutes choses. C'est l'expression par laquelle on a traduit palingénésia, qui est formée de 2 mots grecs et signifie nouvel engendrement. Au rétablissement de toutes choses, c'est un nouvel engendrement. Matthieu 19. Pierre aussi parle, sans que ce mot soit utilisé, il parle du renouvellement de toutes choses dans le livre des Actes. Eh bien, palingénésia, nouvel engendrement de la terre, renouvellement de toutes choses, on voit qu'il faut que le Créateur apporte une puissance, une énergie nouvelle, sans quoi, par entropie, tout se dégrade, tout descend à un niveau de désorganisation et non pas d'organisation. Le professeur Alfred Kassler, prix Nobel de physique, que tous les grands qui nous a quittés il y a quelques années, je crois, ce professeur a dit que le complexe matière-énergie était un grand principe duquel on ne peut pas admettre qu'il y ait dérogation, et que ce principe, mis en évidence par la physique, exprime en fin de compte des impossibilités. C'était un homme d'ailleurs d'une grande humilité, Alfred Kassler, et il a montré que la science, précisément, mettait devant nous des impossibilités. La possibilité ne peut venir que de l'apport d'énergie dans un acte créateur de Dieu. Comment supposer que le hasard et le temps, qui ne peuvent rien construire, et qui usent, qui dégradent, aient pu édifier l'immense variété des êtres vivants? C'est quelque chose d'insensé. Les mutations dont on parle toujours encore maintenant, qui sont des modifications brusques et héréditaires, pouvant être à l'origine d'une variété de l'espèce, eh bien, on les provoque, d'ailleurs, ces mutations, même en laboratoire. Alors, on les invoque toujours, on cite en faveur du mutationnisme les moutons à courtes pattes, les chiens bassés, les bœufs camards, c'est-à-dire au nez plat comme écrasé, ou les bœufs sans cornes. On cite cela. Bien, je veux bien que ces particularités soient dues à des mutations. Mais les transformistes en font état d'une façon alors tout à fait exagérée au-delà de la réalité. Ce n'est pas à juste titre qu'ils le font. Le champ des mutations est en effet limité et elles ne donnent lieu qu'à des variations de petite envergure. Et si on veut en laboratoire pousser plus loin les mutations, par exemple, sur certains animaux en expérience, eh bien, l'expérience aboutit tout simplement à la mort. La mutation, si on la pousse trop loin, est létale. Elle amène la mort du sujet. Que les mutations soient créatrices de formes nouvelles, se produisant et se cumulant sous l'effet du hasard, c'est chose absolument inadmissible. Il faudrait des centaines et des milliers de mutations, toutes dans le même sens, pour faire apparaître des membres ou des structures nouvelles et passer ainsi d'une espèce à une autre. La mutation est une variation même considérée comme pathologique.
d'où le caractère d'anomalie ou même de monstruosité qu'elle revêt. L'immense majorité des mutations qui surviennent dans la nature sont éliminées. Le croisement des mutants, c'est-à-dire des sujets qui ont subi des mutations, le croisement des mutants avec un sujet normal opère un retour à l'organisation de base de l'espèce. Voyez, nous voyons ce brusque retour. Il y a eu donc des déformations, mais si il y a croisement des mutants, on observe un retour à l'organisation de base de l'espèce. En définitive, les mutations n'ont aucun pouvoir d'évolution d'espèce à espèce, elles sont tout à fait aléatoires. Et ce que nous remarquons dans la vie animale, c'est le petit nombre de plans initiaux. Alors, de cela, on a voulu aussi tirer un argument en faveur du transformisme. Le petit nombre de plans initiaux. Et cela, c'est une remarque intéressante, importante. Le monde vivant se développe conformément à un petit nombre de plans, de schémas, si vous voulez, suivant un déroulement qui s'opère toujours rationnellement dans les grandes lignes, ne laissant au hasard que les innombrables accidents. Le monde vivant, en somme, est intelligible, et il se réalise d'une manière intelligible. C'est ce que déclare toujours Louis Vialton dans L'origine des êtres vivants. Toutes les espèces vivantes sont constituées par une ou plusieurs cellules fonctionnant toutes selon les mêmes principes. Voilà déjà un plan général d'organisation. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules et les fonctionnements de ces cellules, qu'on aille d'une espèce à l'autre, le fonctionnement de la cellule est toujours sensiblement le même. En tout cas, il a les mêmes principes. On retrouve les mêmes principes. Mais ce n'est pas un argument véritable en faveur du transformisme. On pourrait dire, par exemple, ceci: toutes les voitures automobiles ont des roues. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le seul dispositif satisfaisant. Remarquons en outre que tout ce qui existe possède une structure intime qui commence à l'échelle microscopique. J'ai parlé ce matin de cet œuf tout petit, si petit, dans lequel il y a les chromosomes, tout le code génétique qu'il constitue et qui va permettre le développement de l'être vivant, mettons de l'homme, n'est-ce pas, avec ses 46 chromosomes, vont permettre son développement jusqu'à sa pleine réalisation de sa structure, suivant le plan du Créateur pour l'homme. Tout commence donc à l'échelle microscopique pour tout le monde, pour tous les êtres vivants. Même on peut dire que ça commence dans l'infiniment petit. C'est là qu'est le secret de la matière qui, je le rappelle, est fille de l'esprit. Dieu aime se servir des faibles commencements. Nous le voyons dans la nature déjà, cela. Puis il y a les homologies entre espèces différentes. Il y a des homologies. Cela se constate. Les analogies entre organes ou membres. Exemple, la constitution des pattes ou des jambes comportant les mêmes os semblablement disposés. Il y a les poumons, l'on trouve dans quantité d'espèces. Il y a le cœur. Le cœur, à quelques variations près, c'est toujours le même principe. Il y a les branchies, absorbant l'oxygène dissous dans l'eau pour les poissons. Il y a les nageoires, il y a les ailes. Vous voyez, ces schémas-là, ces plans-là, on les retrouve dans beaucoup d'espèces. Et en somme, tous ces plans, tous ces schémas sont en assez petit nombre dans la vie
animal, y compris l'homme. On pourrait dire qu'il y a comme une unité de composition et de fonctionnement du monde vivant. Est-ce que cela est un argument pour le transformisme? Absolument pas. Car il y a impossibilité à ce que l'organisation d'une espèce soit provenue de celle des espèces considérées comme en dessous d'elle. Les espèces sont infiniment variées et nombreuses. Leur nombre peut être estimé maintenant à 400 000 pour les animaux seulement. La classe des insectes pouvant compter à elle seule 280 000 espèces. Maintenant, je vous dis, quelquefois, on a divisé l'espèce des variétés qui pourraient rester groupées dans une seule espèce, ont été séparées de façon à augmenter le nombre des espèces. Mais enfin, voilà à peu près l'évaluation que l'on peut retenir maintenant. Ainsi, dans la nature, on observe un petit nombre de plans initiaux ou de thèmes constitutifs. Cela fait penser à l'unité du monde vivant, mais les analogies morphologiques, anatomiques et physiologiques ont servi à imaginer aussi l'origine animale de l'homme. Dans cette constatation de l'unité du monde vivant, faisons entrer l'universalité du code génétique avec ce fameux ADN, l'acide désoxyribonucléique. Entre groupes zoologiques différents, on constate donc des convergences ou des homologies. Que faut-il conclure? Nous n'admettons pas qu'on en tire raison pour le transformisme. Alors que faut-il conclure? Que ces homologies convergentes, que ces analogies militent au contraire en faveur de la grande filiation entre tous les êtres vivants que veut le transformisme? Non, non. Que ces homologies, ces convergences, au contraire, nous montrent qu'il y a eu un créateur et que ce créateur n'avait pas besoin de disperser ses réalisations sur quantité de plans initiaux, de schémas. Il avait d'excellents plans initiaux et il les a utilisés pour l'ensemble de la vie. Cette constatation des analogies du faible nombre des plans initiaux milite bien plus en faveur du créationnisme qu'en faveur de l'évolution. L'esprit humain recherche toujours une vue synthétique ou unitaire des phénomènes naturels. La continuité que suppose la filiation dans le transformisme est contraire aux faits constatés d'autre part. Alors la seule explication possible est celle d'une création, le créateur donc ayant établi quelques plans d'organisation initiaux qu'il a utilisés en les adaptant un grand nombre d'espèces. L'unité ainsi constatée sert bien plus le créationnisme que le transformisme, car l'utilisation répétée des mêmes schémas postule l'action intelligente. Si il y avait eu une évolution qui se serait faite au gré des facteurs que l'on dit, c'est-à-dire facteur temps, facteur hasard, facteur nécessité aveugle, eh bien les plans initiaux auraient été divers, très divers, si, en admettant que la chose ait pu se faire contrairement au principe de l'entropie, mais enfin, c'est une hypothèse, c'est une supposition, eh bien les plans auraient été divers. On assisterait non pas à 400 000 espèces, mais à un nombre invraisemblable d'espèces, de genres. Il y aurait en somme une confusion énorme dans la vie des
sur la terre des animaux et des plantes, mais au contraire, le peu de nombre de plans initiaux milite bien en faveur de la thèse d'une action intelligente et par conséquent l'action d'un créateur. Je dois dire aussi que les fossiles, que l'on a beaucoup de fossiles que l'on a en paléontologie, sont encore vivants aujourd'hui. Nous avons ce qu'on appelle des fossiles vivants, c'est-à-dire des espèces vivantes qui sont connues à l'état de fossiles, mais que l'on connaît aussi maintenant, à notre époque, comme êtres vivants. On a quelquefois parlé de la fécondité, entre des espèces différentes. Or, cela ne se voit pas. Il n'y a pas de fécondité, d'interfécondité entre les espèces. Nous avons peut-être une exception, on me l'a toujours opposée, cette exception, c'est celle du mulet, qui est le produit du cheval et de l'âne, mais le mulet ne se reproduit pas lui-même. Il y a là, évidemment, une exception, c'est vrai, mais on ne peut pas reproduire le mulet. Si on veut des mulets, il faut reprendre cheval et âne. Lorsque on essaie de croiser des espèces, on obtient des hybrides, donc, qui sont inféconds, comme le mulet. Dans l'espèce, d'une manière générale, l'interfécondité est constante, au contraire. Dans le cadre de l'espèce, l'interfécondité est constante. L'espèce est un groupe réel et bien fondé, elle est plus vaste que l'usage du terme ne l'indique, je le soulignais tout à l'heure, elle a un plan général de structure. Or, l'on connaît aujourd'hui des espèces vivantes qui sont des fossiles, en quelque sorte, survivants. Comme je viens de le dire, leur nombre est assez grand. Certains figurent dans les couches géologiques et sont restés identiques, absolument identiques à eux-mêmes, à travers les temps. D'autres fossiles, des terrains très anciens, avaient disparu dans des couches plus récentes et réapparaissent maintenant sans avoir aucunement évolué. Ça, ce sont des arguments, donc, en faveur, n'est-ce pas, du créationnisme. Enfin, d'autres encore étaient considérés comme des chaînons intermédiaires possibles et sont actuellement retrouvés vivants, inchangés. Le dragon de Komodo, par exemple, ou le monitor géant découvert en 1912 dans l'île de Komodo, en Indonésie, qui a 3 mètres de long, il ressemble à un dinosaure, eh bien il est toujours là. Il est toujours un témoin. Le python d'Indo-Malaisie, qui est un grand serpent de 8 à 10 mètres de long, pesant jusqu'à 100 kilos, est toujours là. La raie, dont certaines variétés atteignent 6 mètres d'envergure. L'illustre sélacanthe, le fameux poisson, qu'on croyait être une forme de passage. On l'a trouvé dans l'océan Indien, il est présent à l'ère primaire et à l'ère secondaire, et il est présent maintenant, en être vivant. Il était considéré comme disparu et on l'a retrouvé pour la première fois en 1938. Les iguanes des îles Galapagos dans l'océan Pacifique, les algues bleues du règne végétal et les lingules du règne animal existent sans la moindre modification. Cette permanence de ces nombreuses espèces que la paléontologie connaît en forme de fossiles et qui vivent encore, maintenant inchangées, n'est-elle pas un grave démenti à l'évolution? Et je vais conclure. Le transformisme ne se justifie nullement. Il séduit.
C'est la plus belle construction de l'esprit, avons-nous dit. Il séduit, mais ne reflète pas la réalité. En résumé, j'ai marqué 11 arguments condensés. Ici, je vais essayer de vous les dire rapidement. La théorie repose sur des constatations morphologiques ou anatomiques, c'est-à-dire, en somme, sur des apparences. Deuxièmement, tout être vivant est un complexe physico-chimique qui est réglé et non jamais livré au hasard. Troisièmement, chaque espèce a son équilibre propre dans ses fonctions et dans ses rythmes. Quatrièmement, les mutations sont fortuites, mutations qu'on invoque. Elles ont un effet amoindrissant. Elles ne peuvent créer de nouveaux organes. Leur transmission à la descendance ne dure pas. Et cinquièmement, l'espèce est caractérisée par son excitabilité particulière, par son code génétique, et l'on ne passe pas de l'une à l'autre par transformation. Sixièmement, l'unité du monde vivant, les analogies dont j'ai parlé, les homologies, les convergences, militent en faveur d'une intelligence organisatrice. Septièmement, il existe une finalité dont l'idée inspire de la répugnance à beaucoup de scientifiques évolutionnistes. Cependant, les causes et les fins sont irréductibles, elles s'unissent. Les causes et les fins sont irréductibles, elles s'unissent. Huitièmement, on ne va pas du simple au complexe, sauf dans le seul développement individuel d'un être. Mais dans le développement individuel, il y a la puissance, l'énergie de la vie. Alors là, n'est-ce pas, ne parlons pas d'entropie. Il y a un apport, vous mangez, c'est un apport d'énergie, vous respirez, vous buvez de l'eau, c'est un apport d'énergie. Et par conséquent, la vie, et puis la vie, n'oublions pas, elle est soutenue. La Bible nous dit que la vie est soutenue. Jésus soutient toute chose par sa parole puissante, la vie est soutenue. Par conséquent, ne parlons pas pour elle d'entropie, mais dans le cadre de l'individu. L'individu, lui, est conduit par le code génétique et il utilise l'énergie de la vie. Neuvièmement, l'hypothèse transformiste ne peut expliquer la formation de la conscience. Alors là, impossibilité totale d'expliquer la formation de la conscience. Et pourtant, la conscience est partout. La conscience ne saurait être matérialisée. Le docteur Maurice Vernet, dans ses travaux, l'a démontré. La conscience peut avoir du côté du cerveau une part de son existence matérialisée, mais elle est aussi en grande partie immatérielle. Dixièmement, l'hypothèse transformiste exclut l'entropie et cela, rien que cela, le condamne. Onzièmement, l'observation rigoureuse des faits postule le principe de l'antériorité de l'intelligence sur la vie. C'est simple, mais Georges Salé, le mathématicien biologiste Georges Salé, lui est très impressionné, il a raison par cet argument. Il dit, mais croire que la vie est sortie toute seule de la matière inerte, il faut pour ça une foi fantastique. Une foi athée, comme disait notre frère, il faut une foi athée fantastique, mais une foi en Dieu nous présente les choses de façon tellement plus logique. L'intelligence se trouve avant la vie. Le principe de l'antériorité de l'intelligence sur la vie et de la subordination constante de la vie à l'intelligence. Voilà, j'ai réuni ainsi en conclusion, les 11
11 arguments principaux contre le transformisme. D'une manière générale, je crois que la chose est entendue, on ne peut pas, même sur le plan rationnel, si on est libre d'esprit, on ne peut absolument pas accepter le transformisme, encore moins si l'on est chrétien. Voilà ce à quoi il fallait que nous arrivions pour, je ne dis pas vous rassurer, pour rassurer votre foi, mais pour plutôt vous inciter, ça c'est l'idée particulière que j'ai tout le temps, que je garde, il faut absolument que le chrétien soit formel. Il ne peut pas être dans le partage. Il a l'amour de la vérité, et la vérité, il l'a reçue de la parole inspirée de Dieu, et il en est heureux, il se nourrit de cette vérité, et il ne laisse place absolument à rien de ce qui pourrait la détruire ou la modifier. Amen.